va démarrer justement tout de suite sur cette première séquence audiovisuelle en région. Quelle attractivité pour les territoires. Je demandais à Claire Augris, chargée de développement et d'innovation au pôle images et réseaux de Nantes, de nous rejoindre. Hélène Lorichès également est avec nous, professeure des universités à l'ESSAV, l'école supérieure d'audiovisuel, et directrice du Lara Sepia à l'université Toulouse Jean Jaurès. Estelle Prusquer également est avec nous, responsable majeur média et production de contenu au Densia Sciences Com et Média Campus Manager. On va donc découvrir et faire connaissance avec ce lieu nantais. Et puis Mathieu Colombel également va nous rejoindre, cofondateur du studio Black Mill et du festival Motion Motion et ambassadeur de la cantine numérique. Bienvenue Mathieu. Et puis le responsable éditorial et animateur de cette séquence, c'est Raphaël Suire, professeur en management de l'innovation à l'université de Nantes. Vous avez les micros, Raphaël? Je vous laisse la main. Je crois que c'est très bien en fait, ouais. Ça va comme ça? Ouais, merci beaucoup. Un grand bonjour à tous et puis merci Patrick de nous avoir tendu la perche parce qu'en effet là il s'agit de réfléchir et puis de discuter ensemble sur la façon dont on déploie une filière audiovisuelle en région. Et puis peut-être de faire des zooms à travers chacun de nos intervenants sur à la fois le rôle de l'académique, à la fois le rôle des studios, à la fois le rôle des événements, pour justement donner de la visibilité à des territoires qui sont souvent, vus de Paris, considérés comme très périphériques, voire malheureusement inexistants. Peut-être je vais commencer par donner la parole à Hélène sur la façon dont justement on peut considérer le rôle économique d'une filière de type audiovisuel. Alors souvent il y a des défis un peu méthodologiques derrière la culture au sens large du terme. C'est qu'est-ce que ça produit pour un territoire. Donc à l'évidence, on est dans une région qui considère parfois que ça produit pas grand-chose. Mais peut-être peux-tu nous éclairer sur ces éléments-là? Oui, je peux commencer. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, je voulais commencer par préciser peut-être justement les différents niveaux des enjeux de la filière audiovisuelle, puisque donc on va mêler différents objectifs avec des visées culturelles au niveau d'un accès à la diversité, avec des visées sociales concernant les emplois, économique avec la perspective de retombées dont on va parler justement, et stratégique puisqu'il y a aussi une politique d'image derrière ces actions-là. Tous ces objectifs, en fait, ils s'inscrivent dans une forme de mise en concurrence, on peut dire, puisqu'il va y avoir une forme de compétition entre les territoires pour atteindre une forme d'attractivité. Donc ça peut être au niveau du territoire français par rapport aux autres pays, ça peut être évidemment avec les collectivités territoriales entre elles pour attirer à la fois des tournages et peut-être des événements culturels et audiovisuels. Donc ce que je voulais évoquer, c'était justement la façon dont on peut réfléchir à la raison pour laquelle les territoires s'engagent pour soutenir en fait le secteur audiovisuel. Je dis volontairement le secteur puisque ça concerne la création, la production, à tous les niveaux de la filière. Donc il y a un niveau qui est assez le plus souvent référencé, c'est les tournages, avec l'idée de les attirer sur les territoires. Donc je vais vous en parler quelques études à ce sujet. Il y a ensuite le niveau des festivals et des festivals et marchés parfois, en tout cas des manifestations. Tout l'écosystème des industries techniques, ressources humaines, et puis aussi à venir ou en place la question des studios, puisque dans le cadre de la grande fabrique de l'image du plan France 2030, il y a donc toute une dynamique qui est engagée aussi à ce niveau-là. Et puis la formation dont il va être question après. Donc au niveau des études, elles sont assez nombreuses et notamment il y a des études régulières qu'engage le CNC sur la question justement des tournages. Alors c'est en rapport assez souvent avec le crédit d'impôt qui vient s'appuyer donc sur le calcul des dépenses
fiscale sur la base soit d'un nombre de jours de tournage pour ce qui est des films, soit d'un nombre d'heures de tournage pour ce qui est des séries. Et après, il y a des études sur le ciné-tourisme aussi pour les régions qui tentent d'apprécier, au-delà des retombées directes, justement de ces dépenses de tournage, toutes les autres dépenses, toutes les autres retombées indirectes, on va dire, de tournage. Alors, globalement, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que jusqu'à maintenant, on peut constater une évolution progressive et régulière de toutes les dépenses de soutien évoquées, que ce soit au niveau des tournages, des festivals, notamment. Pour le crédit d'impôt, alors ça concerne 3 niveaux, puisqu'il y a celui pour les films, il y a celui pour l'audiovisuel et celui au niveau international. Cette dépense, elle est en très très forte croissance depuis 2019. Elle représente 666 millions d'euros en 2023. C'est 421 millions d'euros de plus qu'en 2019. Donc c'est quand même un effort considérable. Et donc les résultats qui sont mis en avant par le CNC par rapport à cet engagement montrent une variation selon qu'on considère les seules recettes fiscales directes ou bien donc des recettes plus larges, indirectes, dont en général on ne sait pas très très bien comment elles sont calculées. Et c'est une grande difficulté pour appréhender ce sujet que cette question justement de tout ce qui va être indirect et qui est très important mais qui est très difficile méthodologiquement à pouvoir appréhender. Donc sur la question des dépenses fiscales, donc le CNC estime que 1 euro de dépenses associées au crédit d'impôt cinéma et audiovisuel contribuerait à localiser entre 6,4 et 7,6 euros de dépenses en France, dont 2,1 à 2,9 de recettes fiscales et sociales. Sur l'impact par rapport au crédit d'impôt sur les régions, on apprend que hors Île-de-France, en 2023, les régions qui attirent le plus les dépenses de tournage, c'est la région PACA, l'Occitanie, les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le centre Val-de-Loire et la Bretagne. Donc on s'aperçoit que ce classement en fait de l'attractivité des régions, il ne correspond pas au montant des fonds de soutien alloués aux productions. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage un petit peu. Je me permets juste là, est-ce que ça tient aussi aux capacités de subvention de ces régions qui elles-mêmes peuvent avoir des stratégies un peu proactives en cherchant à subventionner ces filières, ces acteurs? Par exemple, la région Hauts-de-France a plutôt tendance à largement subventionner cette filière en regard d'autres territoires. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que la région Île-de-France, c'est vraiment à part, puisque pour le coup, c'est vrai que c'est elle qui génère le plus de dépenses et de recettes. Mais ce qui me paraissait intéressant de souligner, c'est justement une petite forme de déconnexion entre le montant des fonds de soutien et l'attractivité des territoires qui est mise en avant au niveau des dépenses de tournage en tout cas. Donc il faut faire attention bien sûr avec ces résultats parce que par exemple ça ne prend pas en compte le secteur de l'animation puisqu'on ne peut pas le calculer sur la base des heures de tournage puisque c'est différent. Donc ça, évidemment ça ne prend pas en compte beaucoup de choses mais effectivement ça envoie un signal qu'il n'y a pas forcément une corrélation en tout cas entre ce que décident d'investir les régions, les territoires. Je dis les régions parce que souvent ce sont elles qui investissent le plus et donc le retour sur investissement, si on peut dire ça comme ça, qu'elles peuvent récupérer. Donc ça c'était un point un petit peu intéressant. Sur la question donc pareil dans ces résultats, il faut noter qu'on n'a pas du tout le même ratio concernant les contenus. La nature des contenus, c'est-à-dire que les séries télé génèrent beaucoup plus de retombées que les films cinématographiques. C'est extrêmement flagrant actuellement. Donc ça veut dire que concrètement, pour un territoire, ça devient aujourd'hui beaucoup plus intéressant d'essayer d'attirer une série que d'attirer un film. On comprend pourquoi, puisque évidemment c'est ponctuel pour un film, alors que pour une série, il va y avoir dans le temps tout un écosystème qui s'installe au niveau du territoire. Et question un peu naïve, on sait ce que Plus belle la vie a rapporté à Marseille, en fait. En termes d'effets directs, on peut le voir, mais en effet indirect.
Non, alors c'est vrai que j'ai pas de chiffres ou d'études qui seraient formidables, mais on sait que c'est assez dense. Et il y a un autre exemple, en tout cas, où c'est très flagrant. Enfin, je dis ça peut-être parce que je le connais mieux personnellement, mais c'est A7. Où en fait il y a quand même il y a 3 séries quotidiennes, il va y en avoir une 4e là avec une série d'M6 qui s'installe bientôt. Et en fait, ça a complètement modifié sur si on remonte en arrière d'une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'il y a énormément de professionnels, techniciens notamment, qui se sont installés sur place là-bas. Et donc il y a maintenant tout un tissu local qui n'a rien à voir avec le avant les séries A7 et après les séries, où en fait le secteur audiovisuel a pris beaucoup de place et ça a vraiment transformé la ville. C'est-à-dire que chaque habitant le perçoit, hein, c'est-à-dire qu'il y a une influence un petit peu des Parisiens avec des restos différents, des activités différentes, des magasins différents. Et voilà, on peut aussi trouver que ça pose problème hein, quand on est sétois d'origine, mais en tout cas, ça a créé un vrai apport économique à ce niveau-là. Et on sait que c'est le cas aussi à Marseille, bien sûr, pour Plus belle la vie. Ok. Et toi, tu es aussi dans une école qui forme des talents, en fait, pour ces filières-là, non ? Oui, alors moi je suis donc professeure à l'École nationale supérieure d'audiovisuel. C'est la 3e école publique audiovisuelle en France, derrière la FEMIS et Louis Lumière, avec des moyens financiers toutefois bien moindres. Nous sommes une école interne à l'université avec un accès sur concours, et donc on forme à la fois des réalisateurs, des chefs opérateurs, des ingénieurs du son, des producteurs. C'est la filière dont je m'occupe, donc un master pour former des producteurs. Et donc on est en tant que école publique dans la région Occitanie, on est bien sûr en interaction constante avec tous les acteurs locaux, le tissu professionnel. Et puisqu'il y avait cette question, donc moi je porte justement un projet avec la Occitanie Film d'accompagnement des jeunes talents. Donc avec tout un processus de pitch auprès des professionnels de projets qu'on sélectionne pour les présenter en fait à des professionnels. Mais c'est vrai que quand on cherche à développer une filière de ce type-là en région, un des défis quand on forme des jeunes talents, c'est de les conserver sur le territoire pour développer des capacités endogènes au développement. Est-ce que ça, c'est des choses que tu observes, toi, de ton point de vue, une espèce de, pas de fuite des cerveaux, mais en tout cas des gens qui iraient peut-être ailleurs, ou à Sète ou à Marseille, parce qu'au fond, l'activité économique est aussi un peu là. Comment on fait pour les garder, en fait ? Alors, c'était l'enjeu, en tout cas, quand moi j'ai monté le master parcours production en 2016, c'était aussi une attente plutôt, de la part des acteurs locaux, de dire on n'a pas suffisamment de producteurs sur place en fait, puisque c'est vrai que 2016 on est avant le Covid, etc., tout est à Paris. Donc en fait on avait cette ambition que d'essayer de développer sur place et de garder les talents. Donc en fait aujourd'hui j'ai par exemple dans l'entreprise TAT que plusieurs parmi vous doivent connaître, c'est un studio d'animation international qui est il y a Astérix, Pile, etc., les As de la jungle, et donc il y a 5 de mes étudiants en production qui sont embauchés dans cette société en étant passés auparavant par ailleurs à Paris dans d'autres postes, et de plus en plus on commence à voir, alors au niveau animation où là il y a une vraie implantation du côté de Toulouse, on commence à voir vraiment des gens qui restent. Et en revanche, sur la partie fiction, ça reste compliqué. Et clairement, ce qui se passe, c'est une attractivité forte du côté plus Montpellier 7, où justement, il y a toute cette dynamique à la fois des séries quotidiennes dont je parlais, mais aussi ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire les studios, puisqu'il y a donc le studio France TV qui est en train de s'agrandir, et il y a un autre projet de studio qui s'appelle PIC Studio qui va donc qui est prévu pour accueillir des productions internationales de grande ampleur, qui est prévu de se construire dans la région. Donc évidemment il y a là-bas quand même
vraiment une dynamique très forte qui s'opère et il y a énormément d'emplois, clairement, qui se créent. Et nos étudiants aussi, évidemment, vont vers ces opportunités, de façon pragmatique. Ouais, non, c'est intéressant. Puis peut-être c'est l'occasion peut-être de donner la parole à Estelle, parce que ce que tu évoques là, c'est qu'il y a à la fois la dimension compétences, les hommes et les femmes qui donc vont alimenter ces filières, puis il y a peut-être les dispositifs un peu techniques, les équipements. Alors Estelle, toi tu es à la tête d'un endroit tout à fait fascinant qui s'appelle le Média Campus, qui fait partie de l'écosystème ici, quartier de la création, donc qui couvre un peu la chaîne de valeur ICC et numérique, pour le dire simplement. Alors le Média Campus, c'est quoi? Ça offre quoi? Et ça l'offre à qui? Alors, on est effectivement à 2 pas d'ici, donc ceux qui auront un peu de temps dans la journée, vous pourrez aller voir ce Média Campus. C'est quoi le Média Campus? C'est un lieu qui en fait cultive l'hybridation, la rencontre entre le monde académique et le monde professionnel sur un axe thématique qui est le secteur des industries culturelles et créatives, et particulièrement la communication et les médias. C'est en fait un lieu qu'on a investi depuis 7 ans, mais qui a été pensé en amont, vraiment comme un projet de territoire, à la fois par les collectivités, mais aussi par l'école Audencia. Donc moi je suis professeure à Audencia dans le programme en communication média. Et l'idée, c'était vraiment de co-construire ce lieu il y a un peu plus de 7 ans avec les acteurs du territoire et les professionnels du secteur, notamment la télé locale Télé Nantes, qui est installée dans le Média Campus. Alors comment ça se présente? Peut-être je fais une petite photo de famille de ce qui se passe dedans et ce qu'on y trouve. Et parle de tes habitants, puisque... Voilà, je parle toujours des habitants. Alors les habitants du Média Campus. Déjà savoir qu'en fait il y a 3 propriétaires. C'est logiquement finalement Nantes Métropole, la Chambre de commerce Nantes-Saint-Nazaire et Audencia. Donc on est sur cette idée déjà de copropriété avec des espaces propres à chacun et des espaces partagés, des communs, qui vont créer des zones de rencontre. Et ensuite donc des habitants, des habitants professionnels, une agence de communication qui s'appelle B-Side, un studio d'animation donc vraiment ancré sur nos thématiques aujourd'hui, qui s'appelle l'Incroyable Studio, donc qui produit des courts-métrages, notamment des courts-métrages d'animation, sur l'idée de résidence de projet notamment. Ils accueillent régulièrement France Télévisions, qui installe des jeunes réalisateurs dans leurs murs et qui viennent produire tous leurs courts-métrages d'animation pour France Télé, pour les chaînes jeunesse de France Télé. Un studio qui est plus sur la communication à destination des marques de jeux vidéo, qui s'appelle Biborg. Et puis partie audiovisuelle gérée aussi par Nantes Métropole, enfin accueillie par Nantes Métropole. On retrouve Télé Nantes, dont j'ai parlé, la télé locale donc du territoire, qui est sur un modèle proche des BFM en région, donc qui produit aussi du direct dans des studios dont je vais vous parler. Un studio, une agence de production audiovisuelle qui appartient au groupe Rossel La Voix du Nord, qui s'appelle Internep, qui produit tout ce qui est contenu pour les chaînes TF1 LCI notamment, donc tous les JT sur le Grand Ouest de TF1 LCI sont produits à partir du Média Campus. Et puis un média aussi B2B qui s'appelle Comé Média. Donc voilà, pour la première photo de famille, des associations professionnelles du secteur, assez logiquement, donc le Club de la Presse Nantes Atlantique et une association qui s'appelle l'APECOM, qui rassemble les communicants de la région. Et les autres habitants sont évidemment le monde académique, donc l'école, le programme en communication média d'Audencia qui s'appelle Sciencescom, mais aussi des Master of Science dédiés au management des industries culturelles et créatives. Donc c'est environ 400 étudiants, un département d'enseignants-chercheurs, une quinzaine de collègues à la fois en sciences de gestion, mais beaucoup surtout sur l'infocom. Donc un département aussi de chercheurs. Donc voilà pour cette photo de famille, avec cette idée en fait de produire en commun. Donc déjà mettre au commun des moyens physiques, matériels aussi, des compétences. Et on parle quand même d'équipements tout à fait significatifs. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas parlé des équipements. Studio de radio, studio de télévision. Exactement, on a à peu près 200 mètres carrés de studio, donc avec un plateau télé, qui est la particularité d'être partagé avec entre l'école et l'équipe de Télé Nantes, mais c'est vraiment un plateau télé pro classique, un studio audio, un studio radio, et un studio qui est devenu un studio audio dans cette collaboration aussi qu'on a avec l'Incroyable Studio, qui permet maintenant de faire tout ce qui est podcast, post-prod, et de permettre à ces jeunes réalisateurs de vraiment
faire leur production de A à Z jusqu'à la fin, toute la partie bruitage, voix, qui est faite aussi dans les studios de l'école, donc matériel de l'école, mais usage aussi semi-pro, enfin pro et pédago. Donc l'idée, c'est de mêler aussi la pédagogie et le monde professionnel. Voilà, donc ces espaces, ils nous permettent, nous, alors aux professionnels évidemment de produire leur activité. Nous, au niveau de l'école, c'est aussi un formidable outil d'innovation pédagogique, de permettre à des collègues enseignants-chercheurs de venir réinventer leur format de cours, de valoriser leurs publications. Voilà, et ce terrain de jeu, donc dans cette mise en commun, l'idée c'est aussi pour les étudiants, en termes de formation, une sorte de bac à sable qui leur permet en temps réel, vraiment dans des conditions réelles, de venir par exemple le soir renforcer l'équipe de Télé Nantes et participer au direct, faire des Sistana plateau, d'aller répondre à une problématique d'une entreprise sur un cas. Donc on a voilà dans cette idée de friction créative qui sont à la fois de l'ordre de la pédagogie mais aussi de la recherche. Friction, et puis moi ce que je vois aussi c'est des histoires de boucles, quoi. T'as une boucle d'apprentissage entre d'un côté le monde professionnel qui vient au côté ou au contact du monde académique, apprendre des choses et réciproquement. Est-ce que tu as la sensation qu'un équipement comme ça, c'est particulièrement différenciant? On parlait de compétition éventuellement entre des territoires. Est-ce que des étudiants viennent là en te disant le Média Campus, c'est l'endroit où j'ai envie d'être parce que des startups ou tu vois des petites compagnies, des petits studios sont là parce qu'ils se disent là il y a un écosystème qui me nourrit d'un effet externe dont effectivement je profite pour mon activité. Est-ce que tu Oui. sens ça? C'est sûr que les étudiants et les professionnels qui sont au Média Campus, ils ont choisi le Média Campus et ils y voient aussi tous les avantages. Donc il y a aussi le quartier de la création, il y a aussi cette dynamique aussi de collective qui permet aussi d'avoir renforcer l'attractivité. Donc ça, c'est vraiment un élément de différenciation aussi pour nous, école, ça c'est sûr. Que ce soit pour les étudiants, mais aussi pour faire venir, on parlait de l'attractivité, un de nos travail aussi, c'est de faire venir nos partenaires, quel que soit, pas uniquement sur le territoire, c'est-à-dire des Parisiens, dans le secteur d'audiovisuel qui peuvent être plus avoir une approche plus parisienne, leur dire de venir passer ces journées, soit pour produire leur propre événement, se former ou échanger, expérimenter avec des étudiants. Ce lieu, on arrive à accrocher en fait des publics qui se seraient pas forcément déplacés en province. Je veux pas être un peu caricaturale, mais je suis une ancienne parisienne, mais on arrive aussi à travailler cette attractivité, de les faire venir et leur dire venez passer une journée dans le quartier de la création au Média Campus et venez produire leur événement. Parce que c'est ce que j'ai pas précisé, c'est qu'au-delà des habitants qui sont installés toute l'année, on a en fait quotidiennement des événements, des partenaires qui viennent le temps d'une journée, soit pour se former, pour produire leur propre événement. On a des événements comme le Festival de l'info locale tous les ans, qui rassemble à peu près 250 journalistes, experts des médias, éditeurs qui viennent de la France entière et même hors France, pour parler des enjeux de transformation du secteur des médias locaux. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de travailler collectivement, et donc c'est emmené cet événement par West Media Lab, donc le think tank qui est basé à Nantes. Julien Kostrech prendra la parole après, mais pour dire que c'est aussi ce travail collectif qu'on fait ensemble sur le territoire pour travailler aussi l'attractivité de ce paysage. Non, ce qui est tout à fait remarquable, c'est l'idée d'un écosystème encastré, donc à votre échelle, encastré dans l'écosystème Île de Nantes, quartier de la création, lui-même plus largement dans une région des Pays de la Loire quand même qui porte encore en fait c'est les filières des ICC. Tu disais hier aussi, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger, puis j'ai eu l'occasion de découvrir le studio, que on venait vous visiter également. C'est-à-dire que ce que vous avez là, c'est tout à fait remarquable et remarqué. Oui. Et que donc ça constitue des exemples qu'on a envie de reproduire ailleurs dans d'autres territoires, voire même jusqu'à l'EPFL. Voilà, l'EPFL, la Sorbonne aussi est venue, la partie parisienne qui est en train de réinventer ses campus à Paris, notamment avec l'IFE, ils sont venus observer en fait, passer une journée chez nous. Et l'EPFL, c'est un projet vraiment intéressant qui rejoint vraiment ce qu'on a voulu ici, mais peut-être encore à une échelle encore plus grande au sein du campus
campus de Lausanne, c'est la radio-télévision suisse qui est en train de fusionner leurs activités radio-télé dans un même bâtiment qui est immense au cœur du campus de l'EPFL. Donc eux, ils savent qu'ils vont arriver, tous ces journalistes, médias vont arriver dans ce lieu, mais ils veulent créer des zones de contact et d'échange avec l'école polytechnique de Lausanne et comment justement ils vont avoir des espaces communs, ils vont pouvoir faire rentrer des chercheurs, des projets, des étudiants sur des manifestations. Et donc ils sont venus passer environ une petite semaine, enfin quelques jours chez nous, en visitant aussi le quartier, parce que ça les a aussi beaucoup inspiré la dynamique du quartier de la création. Et ensuite ils m'ont invité aussi à venir présenter notre écosystème et la dynamique du Média Campus à Lausanne. Donc c'est vraiment l'idée aussi que nous on puisse à terme mailler avec d'autres lieux qui sont en train de s'imaginer en Europe sur ces sujets. Quand on est à l'animation d'un écosystème, en fait, très souvent, on est confronté à des choses dont on ne sait pas très bien si elles vont aboutir. On explore, on expérimente. C'est un écosystème, c'est vivant. Est-ce que toi, tu as je sais pas, des témoignages ou des exemples de choses que vous auriez tenté? On a tenté un truc avec le monde pro, et puis des étudiants, puis ce maillage-là, en fait, pas tant, donc on revient en arrière, ou comment est-ce qu'on avance en fait c'est dans cette beaucoup, meilleure compréhension de la porosité entre les deux test univers? and learn à chaque fois. Enfin, j'ai pas forcément en tête tout de suite un exemple, mais c'est sûr que on va se heurter au fait que les professionnels, ils sont aussi dans leur quotidien. Chacun est donc au Média Campus, ils sont aussi on est chacun dans notre environnement, et donc d'arriver à avoir des moments collectifs, des moments de production en commun. Donc ça demande aussi à chacun de savoir donner du temps pour des projets communs. Donc ça peut être les moments où ça va mal fonctionner. C'est-à-dire que oui, tout le monde n'a pas aussi du temps pour aller participer à un hackathon, à un projet qui peut être de recherche. Et donc c'est aussi, ça peut être ça en fait, je pense, les zones plus difficiles. Mais c'est aussi le boulot qu'on fait d'animation de l'écosystème. C'est en permanence d'être dans l'interaction et d'arriver aussi à faire circuler, à être à l'écoute de ce que aussi veulent les étudiants, enseignants, les collègues enseignants-chercheurs et aussi les professionnels pour pouvoir bien proposer, animer. Et il y a des choses aussi, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des choses qui se font toutes seules. Il y a aussi les surprises heureuses et heureusement, il y a plein de choses qui fonctionnent très bien et il y a beaucoup de belles surprises dans ces rencontres en fait. Donc, ouais, vous êtes des artisans de l'hybridation, quoi, en fait. Ouais, je sais pas, mais c'est vraiment assez passionnant et peut-être je voulais aussi parler. Comme on parle aussi de la partie aussi très recherche, pour donner un autre exemple d'hybridation, un projet qui est en train de démarrer à l'initiative d'un consortium qui emmène des studios d'animation, des écoles créatives et des enseignants-chercheurs, notamment d'Audencia Sciences Com, sur un projet qui s'appelle Nouveaux auteurs, nouveaux récits, parce qu'on parlait de l'attractivité, comment on garde nos talents en région, mais aussi comment on en fait venir et comment on fait venir aussi des projets de courts-métrages d'animation, en l'occurrence sur le territoire. Et donc, du coup, il y a eu cette mise en commun à l'initiative des professionnels, d'abord, l'Incroyable Studio, le Motion Lab, enfin, je vais en oublier, mais il y a une vingtaine d'acteurs, dont des écoles, qui se sont rassemblés avec la volonté, en fait, d'essayer de mettre sur la table et de réfléchir à comment on va pouvoir, on peut aujourd'hui renforcer cette attractivité sur la dimension de création des nouveaux auteurs, des nouveaux récits et voilà, ça passe par on a déjà plein d'idées, mais après comment concrètement on va arriver à se mettre en marche pour peut-être imaginer une nouvelle formation, avoir un lab de création de nouveaux récits, voilà, c'est des travaux que mène une collègue d'ailleurs qui est dans la salle, si ça vous intéresse, qui s'appelle Marie-Julie Cator-Brisson, mais que vous pourrez, je pense qui va bientôt produire des choses intéressantes, mais qui raconte bien l'hybridation entre le monde académique et notre écosystème qui est assez varié finalement, parce que voilà, là on parle des courts-métrages d'animation, mais on va aussi aller sur l'audiovisuel, après on va aller plutôt sur la partie com, les médias plus traditionnels, donc il y a aussi différents enjeux. Et peut-être pour terminer, est-ce que tu dirais que le soutien de l'acteur public, quel qu'il soit, quel que soit son échelon, il est souhaitable, il est nécessaire, il est impératif
pour amorcer ce type de lieu, ce genre de dynamique? C'est évident, on n'aurait pas de Média Campus si on n'avait pas eu de soutien des collectivités. Nous, c'est vrai qu'on on a imaginé cette école, mais c'est une partie finalement du lieu. Et derrière, le soutien, c'est vrai qu'il y a eu le financement quand même du département, de Loire-Atlantique, de la région de Pays de la Loire et des acteurs Nantes Métropole et Chambre de commerce. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu cette dynamique, ce serait pas fait. Et en même temps, ce qui est chouette, c'est que du coup, il y a aussi tout de suite cette idée aussi de co-construction. De convergence de points de vue, de sens et de valeur, quoi. Qui est pas toujours simple parce qu'on est dans une copropriété, donc il faut aussi, il faut arriver à s'entendre sur toutes les dimensions, mais c'est aussi ça qui fait le sel, le piment du projet. Non, c'est vraiment intéressant de t'entendre témoigner autour du Média Campus. Peut-être, je vais donner la parole à Claire. Toi, tu es du pôle image et réseau. Alors peut-être de revenir un petit peu sur ce qu'est le pôle de compétitivité image et réseau. C'est une longue histoire. Hein. C'est une histoire à cheval sur 2 régions. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait historiquement et comment donc les projets d'innovation que vous amorcez à travers des consortiums, principalement au départ technologiques, viennent peut-être aujourd'hui irriguer ou en support aussi de la structuration d'une filière audiovisuelle dans le Grand Ouest? Alors, il y a plein de questions. Oui, il y en a plein, mais tu les prends. Les pôles de compétitivité, d'une manière générale, ils sont nés en 2005 dans la volonté de l'État de venir irriguer en région les programmes d'accélération de la compétitivité. Donc notre mission à tous, c'est effectivement de favoriser la compétitivité sur un territoire qui peut être plus ou moins vaste, des académiques et du monde économique, pardon. Et notamment, une des missions essentielles, c'est de faire la passerelle en permanence avec tous les acteurs des écosystèmes et autour de l'animation des appels à projets, aider à monter les dossiers, aider à monter les consortiums, aider à mener les projets jusqu'au bout pour que ce soit vertueux sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc nous, notre spécialité, notre expertise, c'est le numérique. On regroupe à peu près 300 acteurs sur le Grand Ouest, Bretagne et Pays de la Loire. On a la chance d'être birégionaux, donc ça donne des opportunités d'écosystèmes plus larges aussi, des visions parfois un petit peu différentes des territoires, mais souvent qui viennent se compléter technologiquement. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et l'histoire, l'origine, la genèse aussi. Ouais, peut-être, ouais. Parce que du coup, c'est ça qui est marrant dans le fait d'être présent aujourd'hui sur cette journée audiovisuelle, c'est que la genèse de Image et Réseau, c'est Thomson, les industriels Thomson pour l'image et Nokia sur les réseaux. Voilà, c'était vraiment cette genèse-là autour de l'audiovisuel et comment le numérique est un moteur de transformation et de diffusion audiovisuelle. Parce que l'image, mais sans réseau, en fait, sans infrastructure, on va pas aller hyper loin finalement pour la diffusion. Et après, c'est comment toutes ces innovations technologiques, elles viennent, irriguer, ruisseler. Quand on a des appels à des PEPR comme celui d'ICAR, c'est une espèce de renouveau aussi dans la recherche technologique. On réenclenche une machine. Je vois bien dans les projets du pôle, je te disais tout à l'heure, c'est 20-25% des projets labellisés par le pôle depuis 20 ans qui sont avec une couleur audiovisuelle. Donc en fait, c'est énorme. Et ça s'est tassé vers 2012-2015, là. Et tu me faisais part, Raphaël, d'une histoire aussi qui avait un peu évolué, un paysage qui avait un petit peu évolué. Mais peut-être que justement, on est là aujourd'hui pour réenclencher un volant de recherche qui va servir des nouvelles opportunités pour le secteur audiovisuel. Et donc faire vivre plein d'appels à projets qui servent toute la chaîne de valeur. Et est-ce que tu as la sensation, là, du point de vue du pôle image et réseau, et à nouveau, si on... J'ai pas cité Orange aussi dans les industriels. Ouais. Merde, c'est la présidence du pôle, en plus. C'est Orange. Mais, Vincent Marcaté, si tu nous entends. Non, c'est plus Vincent. Mais ouais, je sais, mais il a été là très longtemps. Voilà. Très, très longtemps. Est-ce que quand tu dézoomes un petit peu et que tu élargis la focale à l'échelle de l'Hexagone, tu as la sensation que ce qui se passe dans l'Ouest, il y a quand même une alliance assez heureuse entre une longue histoire autour des télécommunications, des infrastructures digitales, et puis la culture de l'image, tu évoquais Thomson, mais tout ce que ça a comme conséquence. Est-ce que ça, tu as la sensation que ça donne des atouts, peut-être pour se différencier quand même dans un moment où la concurrence reste relativement vive? Comment vous voyez les choses, vous, sur la dynamique des projets collaboratifs qui peuvent s'enclencher, le type d'acteurs, est-ce qu'il y a de la routine, est-ce qu'il y a de la nouveauté?
En dehors du fait qu'on n'a pas notre petite série Plus belle la vigne, mais moi je suis partante pour la monter. Effectivement, il y a quand même une dynamique sur le territoire qui est riche, parce qu'on a un tissu économique qui est constitué à la fois de gros acteurs industriels, donc là je replace Orange, mais aussi des plus petites structures jusqu'à la TPE. Tout ce monde-là arrive à encore s'imbriquer un petit peu ensemble. Il y a de la nouveauté régulièrement dans les laboratoires. Il y a des sujets aussi qui sont bien pris en main au-delà du volet technologique numérique en lui-même. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense au numérique responsable et aux transitions, je pense au volet cyber. Et en fait, tu peux juste m'en parler un instant, parce qu'on avait évoqué ça là, sur l'histoire de la responsabilité du numérique ou numérique responsable. Oui. C'est une charte dont vous vous dotez en interne qui consiste à reconnaître prioritairement des projets qui porteraient des valeurs singulière, ou en tout cas oui, le pôle, alignée sur celle du territoire. Le pôle, dans sa phase actuelle et sur sa dernière feuille de route, a intégré effectivement en cœur de préoccupation le volet numérique responsable pour inciter une transition, inciter la prise de conscience et puis modifier les comportements. Donc nous, en interne, au niveau de nos 50 experts qui viennent accompagner le montage des projets et la labellisation, et puis auprès de nos adhérents, et petit à petit, voilà, on égrène autour de ces valeurs. Parce que le numérique est quand même excessivement consommateur. Dans l'audiovisuel, on est pas mal aussi. Voilà. Donc c'est bien d'intégrer ces considérations, une prise de conscience, des actions pour changer. Et typiquement, je me retourne à nouveau vers le monde de la recherche. Peut-être que ce PEPR ICAR, il est aussi l'occasion d'introduire les concepts de numérique responsable by design et de projeter ensuite sur toute la chaîne d'acteurs cette responsabilité qui intervient dès la chaîne technologique. Ouais, non, mais ça c'est point qui peut-être dans les années 2012 a été un peu plus. Voilà. Bon, il presque ignoré en fait, ou très marginal quoi en fait. C'est-à-dire que on fait de la tech, c'est fun, et puis on verra après quoi. Pour avoir été un peu à l'origine. Et donc ça, ça effectivement, c'est une dimension très importante de notre activité. Qui intervient même dans notre grille de labellisation de projet. Voilà, il y a systématiquement une grille d'impact à fournir et qui se veut vraiment challengeante. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire non, mettre des lapalissades sur le numérique responsable. Non, on veut que les acteurs étayent scientifiquement, mais ça c'est le métier des gens qui composent nos consortiums, leur réflexion, leur prise de conscience sur le volet numérique responsable. Alors là, vous êtes le pôle, vous êtes à cheval sur les deux régions, oui. Bretagne et Pays de la Loire. Est-ce que tu vois des colorations entre ces deux territoires, des zones de complémentarité qui ne sont pas exploitées, mais qui pourraient être exploitées en fait, je ne sais pas, avec ce long passé telco à Rennes et en Bretagne, ou même encore peut-être à Lannion. Qui perdure hautement, y compris jusqu'à Lannion en effet. Puis peut-être ici on voit une filière motion, animation, voilà, contenu on est plus dans la production effectivement ouais. Ici. On fait un petit coup quand même à Laval. Et clarté et la réalité virtuelle et augmentée, l'immersif, voilà. Qui monte très fort à Laval. Ouais. Exactement. Ouais. On a Mazidia sur tout près là, qui est très chouette aussi. On a des écoles aussi. On parlait des talents. On a dans notre écosystème effectivement pas mal d'écoles qui viennent combiner tous ces atouts et les formations de demain, y compris les écoles d'ingénieurs généralistes. Qui font partie du pôle de compétitivité. Ouais, on voyait Estelle qui nous disait comment elle organisait le maillage à une échelle presque micro ou infra-locale. Est-ce que vous, finalement, une perspective, c'est pas d'essayer de reconstruire des connexions comme on l'a fait sur les projets de la belle époque, en fait, où il y avait des consortiums qui se montaient avec des structures à la fois des Pays de la Loire, à la fois de la Bretagne, et même des structures parisiennes qui venaient chercher, finalement, dans nos régions Grand Ouest, des compétences universitaires ou de PME qui s'investissaient dans ces projets. Et ça, on a tout en main pour le relancer. La petite subtilité qui peut empêcher ça, c'est les appels à projets qui sont parfois très... les règles des appels à projets qui ne sont pas tout à fait les mêmes en Bretagne et en Pays de la Loire. Et ça peut un peu chafouiner l'organisation des consortiums. Voilà. Ouais, bon, ça se surmonte, ça. C'est des petites querelles locales. Voilà. Mais au-delà de ce léger détail financier, et on a en tout cas toute la matière grise et l'engagement pour y aller. Parce que c'est ça aussi, c'est que c'est quand même un écosystème qui est hyper vivant.
Non, mais moi je crois qu'il y a clairement là un axe de différenciation dans le chevauchement entre ces deux univers, un peu hardware on dira, et puis contenu qui est pas complètement exploité et qui peut donner une vraie coloration en fait à ce qui se joue dans le Grand Ouest. Peut-être, merci Claire, Mathieu. Alors toi tu as vécu de l'intérieur. Exactement. La structuration d'une filière des plus singulières parce qu'en fait elle n'était pas vraiment existante ici à Nantes. On est passé de rien à quelque chose de costaud quand même. Tu as été cofondateur d'un studio, tu as cofondé un festival qui a de la tenue. Tu nous racontes un peu tout ça là autour du motion design. Tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc oui, je vais être plutôt témoin ici de comment est-ce que ça a évolué sur le territoire depuis une quinzaine d'années. Et puis je vais effectivement parler un peu des différents secteurs qu'on a abordés là, puisque je les connais bien. Donc le secteur des studios, des entreprises, tout ce qui est secteur de l'éducation, de la formation, et tout ce qui va être de l'ordre de la culture et de l'événementiel sur le territoire. En fait, donc moi, je suis le cofondateur d'un studio de création à la base sur Paris, que j'ai implanté sur Nantes en 2012-2013, et puis après sur Montréal. J'ai été directeur d'une école sur le territoire qui formait effectivement au motion design à la création de vidéos, et j'ai co-créé un festival qui s'appelle Motion en 2017. Qui a eu Mathieu, je te coupe juste un instant parce qu'on parle d'attractivité. Qu'est-ce qui fait que tu passes de Paris à Nantes ? Justement. Ok, d'accord, pardon. C'est justement par rapport à ça. Donc sur ces trois secteurs, je vais commencer effectivement sur le secteur de l'entreprise et du studio. En fait, à la base, donc j'ai créé le studio sur Paris tout simplement parce qu'en audiovisuel ou en vidéo, à cette époque-là, quand on voulait créer quelque chose, ça se faisait sur Paris. En communication, moi je travaille dans le monde de la communication. Toutes les principales agences de publicité, tous les principaux clients étaient là-bas. Donc naturellement, moi je suis breton, je viens de Lannion en Bretagne Nord. Donc monter sur Paris était quelque chose qui était un sacrifice assez important pour moi. J'aurais bien aimé venir directement sur Nantes. Mais du coup, j'ai créé ce studio-là là-bas, ça a très bien marché. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est posé la question, au vu de comment est-ce que le studio grossissait, si on s'étendait sur un autre territoire. On avait pensé à Lyon à la base, et puis il s'avère que ma femme est nantaise, donc je suis venu un peu parler de l'écosystème, enfin, rencontrer des acteurs ici sur le territoire nantais. Et en fait, Nantes a une particularité, c'est sa discrétion. C'est-à-dire qu'en fait, on ne le voit pas. Mais à partir du moment où on commence à parler avec des acteurs ou avec des élus, on se rend compte que le réseau est souterrain et il est incroyablement puissant. Et en fait, j'ai décidé de le tenter sur Nantes. Et en fait, très vite, c'est-à-dire 3 ans après, le territoire nantais et tout ce qui est autour de Nantes, la région, c'est devenu 70% de notre chiffre d'affaires au niveau du studio, donc ça a vraiment énormément grossi. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'audiovisuel sur le territoire, tout ce qui concernait la vidéo et le motion design était quelque chose, comme tu le disais, qui était quelque chose de presque inexistant. Je me rappelle très bien d'ailleurs de ce moment-là, en 2013-2014, peut-être un petit peu après, où on a fait avec le quartier de la création une sorte de point sur l'état des lieux de l'audiovisuel sur le territoire, sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut faire, et où effectivement il y avait un constat sur le fait qu'il n'y avait pas grand-chose, que donc du coup il fallait faire quelque chose. Et je ne peux que être le témoin aujourd'hui qu'en 10 ans, on est passé de rien à beaucoup de studios, des gens qui viennent s'installer sur le territoire. Encore cette année, studio énorme qui s'est installé ici, qui est un gros acteur du motion design sur le territoire, en France de manière générale. Et puis voilà, plein de studios qui se sont créés. Aujourd'hui, on doit compter à peu près une trentaine de studios sur le motion design. Beaucoup d'indépendants et d'espaces de coworking qui se sont remplis avec des motion designers au fur et à mesure. Sur le secteur de la formation, donc comme je vous le disais, j'ai été directeur d'une école ici sur le territoire où on était les premiers à former au motion design sur le territoire il y a une dizaine d'années, et où aujourd'hui, des formations sur le motion design, il y en a qui se sont implantées dans beaucoup d'écoles, donc ça a beaucoup évolué. Et sur le secteur de l'événementiel, donc le festival Motion, c'est un festival qu'à la base je voulais fonder sur Paris. Ou même chose, quand je suis arrivé à implanter mon territoire ici, ma boîte sur le territoire, j'ai parlé avec des élus de ce festival, j'ai parlé avec le quartier de la création, avec beaucoup de personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est allé beaucoup plus vite ici. Que ce festival, on pensait que ça serait un petit festival. Sur cette première édition, qu'on aurait à peu près 400 personnes. Il s'avère qu'on en a eu 2100, puis l'année d'après, on en a eu 4500, et puis aujourd'hui, c'est 5000 personnes par jour qui viennent au niveau du festival, donc c'est devenu un truc très important. C'est toute la France là qui vient ou Aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes, mais même en dehors de la France, de la Belgique, qui viennent effectivement au niveau de Motion, et on a fait en sorte que le territoire aujourd'hui soit considéré comme une capitale du motion design. Je ne sais pas si vous imaginez qu'on part de rien à aujourd'hui le fait qu'on puisse dire que Nantes est une des capitales du motion design. Pourquoi ?
En fait, c'est vrai que ça a été évoqué tout à l'heure, le côté co-construction ici sur le territoire est quelque chose qui est incroyablement puissant. Et ça, encore une fois, je peux vraiment ne faire que le témoigner puisque j'ai bourlingué un peu partout, même dans d'autres pays. En fait, on n'a pas cette envie de construire ensemble autant présente ailleurs qu'à Nantes. Il y a cette histoire de jeu collectif. Je sais qu'on en parle très souvent, le jeu à la nantaise, mais c'est une réalité. Il y a pas mal de choses sur un secteur à un moment où on se dit allez, on y va, on le fait, où les choses vont aller plus vite. Voilà. Et est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais de concurrence entre les acteurs sur le territoire ? En fait, c'est très marrant comme question parce que c'était une des premières choses qu'on nous avait dit. La concurrence est extrêmement importante sur un secteur puisque c'est ce qui dynamise un secteur. Mais quand on parle avec des concurrents, on se considère pas comme des concurrents. On se considère comme des personnes qui pouvons faire bouger un secteur. Et comme il n'y avait rien et qu'on avait envie qu'il y ait quelque chose, il y avait vraiment eu cette envie de tous construire ensemble. Les principaux mécènes, sponsors du festival au départ, c'était, on pourrait le considérer, que des concurrents à moi. Donc voilà, si Motion existe aujourd'hui, c'est parce que tout le monde s'est dit « Ok, on y va tous ensemble ». C'est vrai que ça peut paraître complètement utopique ce que je raconte, mais c'est une réalité et je le dis vraiment en tant que témoin. Non, c'est intéressant. Et dans les dynamiques écosystémiques, on observe souvent ces mouvements qu'on appelle de coopétition, où on a à la fois de la coopération et de la compétition entre les acteurs. Toi, tu as monté ce festival où tu as contribué. Est-ce que tu saurais dire comment ça a structuré la filière ? Est-ce que ça a renforcé la visibilité des acteurs qui étaient sur le territoire, qui se sont trouvés là à pouvoir exposer des choses et à dire au reste du monde, regardez, nous les Nantais, on fait des trucs méga intéressants. Est-ce qu'au contraire, ça donne le goût à ceux qui sont à l'extérieur de se dire, à travers le festival, mais en fait, c'est trop incroyable d'être sous les nefs et d'être au Stérolux, à regarder des trucs cool. Est-ce que tu vois un peu comment les effets finalement que ça a produit ? Alors oui, immédiat sur le fait que ça fait partie de moments où en fait les gens se rencontrent. Et ça va donner envie à des gens de se former à ça, déjà, c'est une première chose. Ensuite, ça va donner à des gens qui viennent de l'extérieur l'envie de s'installer sur le territoire parce qu'ils se disent, mais en fait, Nantes est extrême Nantes et puis la région est extrêmement dynamique par rapport à ça, donc j'aimerais bien m'implanter ici. Et puis effectivement, ça donne des idées aux autres aussi. On se dit, en fait, moi, je ferais bien une autre typologie de festival, je ferais bien une autre typologie de rencontre ou je ferais bien des formations ou des choses qui sont abordées au niveau du festival et où j'aimerais former des gens à faire ça. Il y a plein d'idées qui sont partis de rencontres au moment de ce festival et qui sont aujourd'hui devenus des projets concrets. Ouais, alors c'est marrant parce qu'à Nantes, il y a quand même une belle histoire avec les festivals et les filières. Je pense notamment au Web Today, qui a pendant très longtemps été l'un des festivals les plus importants en France et même peut-être l'un de ceux qui comptaient en Europe et qui a considérablement accéléré la mise en visibilité de la filière du numérique au sens un peu historique du terme, Internet, Web 2, etc. Et là, on a quelque part une forme de savoir-faire à la nantaise où on laisse la place à des gens qui initient des moments forts comme ça, qui donnent à voir de ce que l'on fait nous ici. Et plein de lieux qui sont apparus là depuis 10 ans. On parlait de effectivement la cantine qui a aidé énormément effectivement des personnes à s'implanter. Nantes Saint-Nazaire Développement qui aussi est là pour faire avancer les choses. Média Campus qui est apparu. Enfin, en 10 ans, il y a énormément de lieux qui ont contribué à l'essor et au développement de l'audiovisuel ici. Ouais. Merci Mathieu pour ce témoignage. Peut-être Julien, tu pourrais venir nous présenter cette étude. Donc Julien, là, tu es à la tête c'est une association, West Media Lab, je pense. Ouais, voilà, qui regroupe les acteurs locaux et du Grand Ouest autour des médias et des jeunes médias. Donc vous avez un travail là qui a consisté à recenser un peu ce qui se passait, comment ça fonctionnait. Puis je vais te laisser la parole. Oui, merci. Je mets mon chrono parce que faut que je tienne en 15 minutes. J'ai le mien qui tourne aussi. Il faut que je tienne en 15 minutes et j'ai pas mal de... Enfin, je pense que ça prend 30 minutes, donc je vais faire en sorte que ça tienne en 15. Merci aussi pour l'invitation à West Media Lab. Merci aux organisateurs. Alors, moi, du coup, je vais élargir la focale puisque je vais vous parler des médias locaux qui ne sont pas tous dans le secteur de l'audiovisuel. Par contre, on peut clairement dire que tous sont concernés par des stratégies ou tous ont des besoins en matière d'audio ou de vidéo aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu de cela dont je vais vous parler. Je vais à la fois vous montrer la diversité des médias qu'on a en région, pas seulement dans notre région, notre étude apporte sur toute la France, et souligner un peu les enjeux pour ces acteurs. Alors il paraît que
Ouais, c'est bon, ça marche. Un mot sur West Media Lab. Donc on est une association, effectivement, on existe depuis 2012. On s'est créé sur le principe d'un labo ouvert et collaboratif, tourné sur l'innovation, beaucoup sur la transformation numérique aujourd'hui. Puis aujourd'hui, maintenant les sujets sont un peu plus larges. On réunit des différentes structures. Au cœur, il y a les médias. Alors ça va de grands groupes comme Ouest France ou le Télégramme à des médias associatifs, ou des petites structures comme Radio par exemple. Mais on a également des acteurs académiques, c'est le cas d'Audencia Sciences Com par exemple, universités, des collectivités, quelques agences, des startups qui interagissent dans cet écosystème. Voilà ce qu'on fait sur nos missions. L'attente, la première, la plus forte, et c'est au cœur de tout pour nous, c'est la veille. Donc d'être capable de repérer les tendances, les évolutions, aussi bien sur les questions de modèle économique que dans les métiers, de trouver des projets inspirants et ensuite de réunir les gens pour qu'ils puissent échanger, apprendre à travers des ateliers, des hackathons, des formations, etc. Tu en as parlé, Estelle. Notre temps fort, nous, c'est le Festival de l'info locale. C'est une fois par an au Média Campus. Alors, c'est pas 250, mais 400 professionnels. Mais voilà, c'est un événement plutôt qui réunit les décideurs, en fait, les dirigeants des médias, qui est payant. Donc, voilà, on cherche aussi à avoir une taille d'événement qui permet des échanges aussi riches. Et puis, on décerne chaque année un prix à un nouveau média local. Là vous voyez Kita, qui est un peu un média vidéo d'ailleurs du Nord, une sorte de ch'ti, de brut ch'ti, pardon. Et cette année c'était la newsletter L'Essentiel qui s'est développé sur plusieurs métropoles. Et voilà, puis on fait de la veille. Et donc j'arrive à ce travail de cartographie qui est donc un travail qu'on fait depuis 2019, qu'on est en train de mettre à jour. Donc dans 15 jours on met en ligne la nouvelle cartographie. Et on a une base de données qui est assez inédite, où on a recensé plus de 2500 rédactions locales en France. C'est dire la richesse des médias locaux en France. On n'a pas toujours idée de ça, parce qu'on voit forcément les médias nationaux parisiens, mais il y a presque la moitié des cartes de presse en fait, sont en région. Et on présentera ça le 13. Alors je vais vous présenter rapidement chacune des familles, et en vous soulignant un peu les questions qui se posent en matière d'audio ou de vidéo. L'acteur principal le plus puissant, ça reste la presse quotidienne régionale. On a 11 groupes, vous voyez les chiffres aujourd'hui. Encore le plus puissant en termes d'audience, de diffusion, et également sur le numérique aussi, parce que c'est là où se fait l'essentiel de la croissance. Là, je vous ai épinglé deux beaux spécimens. Ouest France, qui est un peu à part quand même dans le paysage de l'info locale, parce que c'est de fait aussi un des plus grands quotidiens nationaux et même européens. Et je vous ai mis aussi en regard à l'autre bout, Nice Matin, voir un petit peu les effectifs. On a un modèle économique qui est assez bien posé, assez stabilisé sur ce segment-là, avec la vente de journaux, avec un enjeu très très fort sur l'abonnement et l'abonnement numérique aujourd'hui, parce que la partie print diminue. La publicité, qui reste très, très, très importante, et avec une difficulté à aller capter les revenus publicitaires sur le numérique, puisque là, les GAFA ont quand même pris une large partie du secteur, et un très fort enjeu de diversification. D'ailleurs, pour certains, comme le Télégramme, c'est une partie très importante du groupe, puisque le Télégramme organise des événements sportifs comme la Route du Rhum, culturels comme les Francopholies, etc. Donc l'événementiel est une troisième jambe très importante pour ce secteur. Et puis si on regarde les enjeux sur l'audiovisuel, il y a le pivot sur le numérique, ça c'est quand même bien avancé. Puis maintenant, à l'intérieur du numérique, il y a un vrai pivot sur le podcast et la vidéo. Sur le podcast, on n'a pas, c'est des audiences supplémentaires qui sont gagnées, mais c'est pas encore vraiment transformé en termes de revenus. Sur la vidéo, en revanche, il y a un levier de croissance qui est plus important, parce que il y a des groupes aujourd'hui comme Recel, La Voix du Nord, qui ont la stratégie d'aller mettre une vidéo sur chacun des articles et qui mesurent que c'est à chaque fois plus de trafic, plus d'attention, plus de rétention. Et puis c'est une manière aussi d'aller chercher des audiences plus jeunes avec des nouveaux formats, etc. Il y a un sujet aussi qui est la mutualisation des moyens. Donc il y a des projets
de synergie entre télévisions locales. La presse quotidienne régionale détient des télévisions locales. Il y a notamment une unité de production en national qui regroupe 4 télés locales, 4 groupes de presse, pardon, et leur télé locale qui s'appelle Territoire TV. Et puis c'est aussi, on le voit avec le projet de Ouest France TV, maintenant on a des groupes qui vont chercher une fréquence nationale pour donner de la visibilité aussi à une info différente, avec une approche qui fait la part belle aux régions, aux territoires. Hop, j'ai zappé. Alors, deuxième famille importante, qui est très cousine de la première, c'est la presse hebdomadaire régionale. Voilà, moi qui suis né au Sable d'Olonne, je suis abonné depuis que je suis né au Journal des Sables, voilà, pour vous donner un exemple. C'est 244 titres sur la France, c'est important, avec un groupe principal qui est une filiale du groupe Ouest France qui s'appelle Publihebdo et qui a réussi à créer une marque très forte en numérique, pas un cas même à part en Europe, qui s'appelle Actu, actu.fr. Et je vous ai mis à l'autre bout, on a beaucoup plus petits titres. Le Crétois a été repris par ses salariés, c'est une coopérative. Si vous donnez un peu une idée de la diversité en termes de taille qu'on a sur ces acteurs. Et là, on est sur le même modèle que la PQR, mais on est vraiment moins avancé sur le numérique. Vous voyez, les abonnements numériques, c'est une toute petite part aujourd'hui, qui a encore énormément à faire de ce côté-là. Et si on regarde au regard du modèle, les enjeux sur l'audiovisuel, on retrouve les choses du côté de la PQR, mais avec moins de moyens. C'est quand même des équipes qui produisent un petit peu de contenu pour les réseaux sociaux, mais on est plus dans l'enrichissement que des contenus écrits, que dans des vraies stratégies de développement sur l'audio et la vidéo. Et il y a un besoin de formation encore très important, et le but est notamment que les journalistes sont plutôt des journalistes de l'écrit au départ, puissent commencer, et ils le font, tourner des vidéos avec leur smartphone et venir, comme je vous disais, enrichir les contenus. Troisième famille, c'est les médias locaux de service public. Donc là, c'est un assez gros morceau qu'on a avec les antennes de France Bleu, d'une part pour Radio France, et les antennes régionales de France 3. Voilà, si on fait une petite photo là ici dans la région, vous voyez un peu la taille de ces antennes. Et là, on a un modèle économique qui est très différent, avec surtout la part de TVA, qui avant c'était la redevance, maintenant c'est une part de la TVA qui va apporter l'essentiel des budgets, la pub qui reste limitée, notamment en télé. Et ça rejoint le cinéma et la création du visuel. Les antennes régionales, notamment, sont aussi acteurs de la production de documentaires et de fiction, et ça active des leviers aussi derrière CNC, et pardon pour la faute de frappe, et du côté des aides de la région. Et là, les enjeux, c'est ceux de l'audiovisuel public en général, c'est de poursuivre la consommation à la demande et d'être capable d'accompagner ça et d'être sur tous les canaux, donc en multiplateforme. Des projets de synergie. Le gros chantier, d'abord, ça a été pour les radios de faire de la radio filmée. Puis maintenant, en fait, il y a des programmes de radio de France Bleu qui arrivent sur France 3. Et à terme, tout ça va fusionner sous une nouvelle marque qui existe déjà, mais qui s'appelle Ici. Et donc, il y a un enjeu de taille aussi, une question de taille, de concentration. Et aussi, je pense pour l'audiovisuel, ce type d'acteur vraiment audiovisuel, donc c'est le cœur de métier, il y a un vrai travail, une ouverture sur les créateurs de contenu, les influenceurs, de voir comment ça se fait déjà en national, avec Hugo Décrypte par exemple, et France Télévisions, et il y a aussi ce travail qui commence à s'amorcer au niveau des régions. Je fais gaffe à mon chrono, presque 5 minutes. Les radios associatives et commerciales. Quatrième membre de la famille. Beaucoup d'antennes. On n'imagine pas en fait que le paysage il est aussi riche en radio. Il y a beaucoup de radios associatives sur les quasiment 900 qu'on a ici. Il y en a, je pense, pas loin de 700 qui sont des radios associatives qui sont nées après la 80 et l'ouverture aux radios libres. Donc avec un super maillage quand même, on voit sur le territoire ici. C'est pas que des médias de métropole pour le coup.
Je vous ai mis là aussi deux exemples qui sont dans l'Ouest. Alouette, qui est une radio commerciale avec plusieurs antennes qui fonctionne bien, qui se développe aussi beaucoup avec autour des concerts, de la musique, de l'événementiel. Et Sun, qui est une petite pépite quand même, parce que des radios associatives comme Sun, qui est une radio nantaise, qui est capable de développer des projets de R&D, des projets numériques, de plateformes et tout ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et elle est à Nantes, donc. Voilà un peu les sources de financement, qui sont évidemment très différentes pour les associatives, qui ont eu chaud quand même, parce que là, dans les restrictions budgétaires qui étaient annoncées, il était question de réduire de plus d'un tiers le fonds radiophonique qui finance les radios associatives. Ça avait été le cas, je pense que c'était dramatique pour ce secteur. C'est directement des suppressions d'emplois dans des structures où il y a assez peu d'emplois. Enfin, c'est des petites équipes. Mais pour l'instant, ça passe. Et puis, la publicité, évidemment, est beaucoup plus importante sur les radios commerciales. Et si on parle un peu des enjeux, alors il y en a un qui est lancé depuis longue date, mais c'est pas terminé, c'est la transition vers la radio numérique avec cette nouvelle norme DAB+. Il y a encore des radios hertziennes qui n'ont pas fait le travail complètement pour aller vers la radio numérique, mais elles y seront contraintes puisque le hertzien est appelé à s'éteindre. Le podcast, là il y a des radios qui naturellement ont trouvé de la réécoute. Et ça c'est super parce que ça les a fait sortir aussi de leur territoire historique. Et donc il y a des radios qui ont des contenus qui sont écoutés bien au-delà de leur territoire. Par contre, il y a assez peu de capacité aujourd'hui dans ces radios à produire du natif. Il y en a un petit peu, mais c'est à la marge. Il y a un enjeu aussi sur la numérisation des fonds sonores, parce qu'il y a beaucoup de radios qui n'ont pas numérisé leurs fonds. Sun, notamment, dont je vous parlais, a un beau projet en cours. Alors eux, ils ont déjà numérisé leurs fonds, mais en plus, ils développent une plateforme pour aller archiver la production musicale de la région et héberger aussi d'autres contenus sonores. Et aussi, les radios se sont beaucoup développées sur la formation et l'éducation aux médias. Donc c'est aussi former les citoyens à faire de la radio ou à comprendre comment fonctionnent les médias. Les télés locales, plus petit segment, 72, il y a un réseau de télévision locale qui historiquement souvent sont encore attachés à des collectivités avec des conventions dans leur budget, mais on a aussi le réseau BFM maintenant qui s'est fortement déployé en région. Voilà, je vous ai mis deux exemples ici, TVR, et puis à Rennes, 25 salariés, et puis le réseau BFM. Je passe rapidement parce que je vois le temps qui file sur le modèle économique, qui lui aussi marche sur trois jambes. Voilà, il y a un enjeu de mise en réseau, de se renforcer, de mutualisation de moyens qui est très, très fort dans ce secteur. Garder des capacités et innover pour continuer à couvrir les événements, parce que c'est aussi ce qui fait vivre ces télévisions auprès de leur public et qui leur permet de trouver des relais aussi auprès des annonceurs. Et j'ai mis là l'usage de l'IA, mais il est partout en fait. Mais je l'ai mis là parce que c'est intéressant de voir sur des petites structures comme ça comment ils intègrent déjà l'IA pour des gains de productivité sur le dérochage, le montage, notamment pour tout ce qui est infoservice et bande-annonce. Et donc c'est à cette échelle-là aussi que ça va jouer. Grosse famille aussi, c'est les médias, on va dire les pure players, mais en français, des médias nés en ligne, qui sont essentiellement en ligne. Beaucoup de rédactions, vous voyez, sont un peu plus métropolitains, ces médias. Là, je vous en ai mis deux qui sont un peu dans le même registre parce que c'est des médias d'investigation. Mars Actu à Marseille, Médiacité qui est sur quatre métropoles. Mais il y a des médias très différents. Je vous ai parlé de Kita, qui est le Brut du Nord. Donc, certains font que de la vidéo, d'autres sont sous forme de newsletter, certains sont thématiques, spécialisés. Et je suis au bout de mes 15 minutes. Donc, je passe un peu sur leur modèle qui, vous voyez, est très diversifié. C'est avec le risque des fois d'un peu de s'éparpiller. Donc, dans la diversification, c'est pas évident, mais ils cherchent beaucoup de moyens de financement. Et eux, ils ont un enjeu sur la vidéo qui est déjà la maîtrise de la vidéo, ça permet d'exister sur les médias sociaux et ça permet de recruter des abonnés, par exemple, quand on dépend beaucoup des abonnements. Ça, c'est un sujet clé.
Certains s'aventurent dans le podcast ou la création de séries, mais ça reste encore modeste. Et ils ont un sujet aussi sur et notamment dans leur marketing, mais pas que, mais d'incarner l'info. Donc ils s'inspirent aussi un peu des codes des créateurs de contenu, des influenceurs, pour se mettre en scène et être à l'image, et qu'on puisse voir les journalistes qui font ces médias et embarquer leur communauté. Et puis on a d'autres médias imprimés aussi, donc eux ils ont parfois un pendant numérique, mais leur support premier c'est le print, avec un modèle aussi diversifié et qui partage un peu les mêmes enjeux. Et enfin, pour être complet, et je terminerai là. Alors là, je vous ai plutôt parlé de médias qui ont leur cœur, c'est de faire du journalisme. Ils ont des rédactions, mais on a aussi une catégorie maintenant qui est les influenceurs locaux. Et certains créent des médias. Et je vous ai mis un média auvergnat qui s'appelle En Vrai, qui réunit des influenceurs et qui a tous les codes des créateurs de contenu, qui a une super audience sur son territoire. Donc eux, ils vont avoir des enjeux un peu plus pointus. Ils ont un souci aussi, c'est qu'ils sont très dépendants des plateformes, donc ils cherchent quand même des partenariats avec les médias historiques aussi, pour au cas où les algorithmes changent, etc., et que leur visibilité venait à décroître. Pour le moment, c'est pas le cas. Et puis on a une catégorie aussi qui est intéressante et qui est dans l'écosystème, c'est les médias qui sont portés par les collectivités locales. Et les collectivités locales ont des journaux, sont très présentes sur les médias sociaux, ont parfois des radios ou des télés, ou en tout cas interagissent avec les médias traditionnels, avec des enjeux peut-être plus forts sur le numérique responsable que les autres, et sur les questions d'accessibilité. Voilà, pardon d'avoir débordé un petit peu, mais non, mais merci, un grand merci. Beaucoup d'infos en 15 minutes, mais je pourrais partager le support si vous voulez voir ça plus en détail. Et peut-être juste un commentaire très rapide. Ce qui me fascine, c'est qu'à un moment, pour les médias où on observe une forte concentration capitalistique avec des choses qui se regroupent, et puis parfois une bipolarisation aussi des débats, des idées, là tu donnes à voir une vitalité incroyable, où les échelles, les contenus, les esthétiques... évidemment, les modèles économiques, ça donne plutôt de l'optimisme, je trouve, et on a les sur deux la diversité mouvements, des débats, des idées qui sont encore pleinement présentes, quoi. On a les deux mouvements. Il y a clairement un mouvement de concentration qui va se poursuivre, et qui peut être des fois même une question de survie, parce que quand en face on a les GAFAM ou de très grands groupes médias ou audiovisuels, mais de l'autre côté, on a aussi beaucoup de médias qui continuent d'exister, des médias qui se créent aussi, chaque année, souvent sur le numérique avec des petites équipes, souvent des médias plus engagés aussi, plus militants. Ça, c'est un signe, je pense, assez fort de l'évolution du paysage médiatique en général et en région en particulier. Ouais, non, c'est intéressant. Est-ce qu'on se donne une ou deux minutes? Oui, bien sûr, minutes c'est ce que j'allais vous proposer justement. Okay, voilà, l'idée merci, c'est aussi de cette journée, c'est de pouvoir échanger. C'est aussi que vous puissiez poser vos questions. N'hésitez pas. Le micro, si vous souhaitez poser une question autour de l'audiovisuel en région. On est, voilà, je suis là. Peut-être juste, Julien, est-ce qu'il y a des territoires plus dynamiques que d'autres dans ce que tu as observé, toi, aujourd'hui? Alors, je pense que c'est un peu biaisé parce que nous, on connaît très bien notre territoire, mais franchement, à Nantes, il y a 50 médias indépendants à Nantes. Rien que ça. 50 médias indépendants des groupes. Il y a une raison, tu sais, pourquoi? Alors, je pense qu'il y a... D'abord, tu as parlé du jeu collectif, mais nous, quand on a monté West Media Lab, les radios, déjà ici, travaillaient ensemble. Les télés avaient un groupement d'intérêt économique. Donc tout ça, ça participe quand même d'une dynamisme. Je pense après, dans l'Ouest, en général, il y a des raisons aussi qui sont propres à l'Ouest, à sa sociologie, à son histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une concurrence laïque et catholique, et tout ça a développé un tissu associatif, des initiatives. Ça se retrouve aussi d'ailleurs dans les médias. Les gens lisent plus aussi les journaux à l'Ouest que dans le reste de la France. Les niveaux d'écoute de la radio et de la télé sont plus importants dans l'Ouest que dans le reste du territoire. Donc l'Ouest, on est pas mal. Et après, il y a quand même un truc sur lequel faire attention, c'est que la création de médias et la concentration de médias se fait beaucoup dans les métropoles. Il y a des acteurs qui restent très implantés en zone rurale, des territoires qui vont avoir leur journal historique, etc. Mais le périurbain, c'est un peu les zones un peu faibles, à moindre densité, moins couvertes par les journalistes.
Et je pense que voilà, les médias locaux l'ont vu, notamment les journalistes au moment des Gilets jaunes ont bien senti qu'il y avait un souci aussi de ce côté-là, quoi. Et on est très loin de l'audiovisuel, pardon, sur... S'il n'y a pas de questions, de réflexion, de partage, on va pouvoir libérer et remercier surtout les intervenants. Bravo à vous. Oui, pardon, Raphaël. Non, peut-être Claire, tu voulais dire un mot sur... Ouais. Mais c'est ce que je confiais à Raphaël hier un peu en avant-première, mais du coup je le partage avec vous. Le conseil d'administration du pôle a voté que l'année prochaine on fera une de nos fameuses technoconférences sur le thème image et contenu. Voilà. Donc là on a beaucoup parlé de collaboratif, on a beaucoup parlé de collectif, et j'aimerais bien que du coup on puisse la monter ensemble, cette technoconférence sur le thème image et contenu. Alors on va se chamailler avec les collaborateurs pour dire on l'a fait en Pays de la Loire. À Nantes. Mais à Nantes, soyons fous. Voilà, on va se chamailler là-dessus. Mais voilà, si vous êtes emballé par rejoindre cette organisation d'une belle technoconférence sur l'image et le contenu. Ouais, peut-être juste un mot de conclusion. Moi, je voulais dire que d'abord, c'était assez incroyable de vous entendre tous parce que je trouvais ça très complémentaire. À la fois de comprendre que pour développer une filière et qu'elle gagne en stabilité puis en attractivité, il faut des talents, il faut les former, il faut des équipements et il faut s'investir, et y compris il faut aligner des valeurs qui peuvent être celles du public avec celles des acteurs gros, petits, voire très petits. Il faut des gens qui se retroussent les bras et qui animent en fait les filières, c'est ce que tu évoques avec les festivals. Et puis il faut des marieurs ou des orchestrateurs en fait de tout ce bazar en fait, et des financeurs. Alors ça nous échappe un peu parfois. On a des surprises, mais on n'est jamais... Absolument, absolument. Et quand on a tous ces ingrédients-là, en fait, on a des plats qui sont assez savoureux, en fait. Et je crois qu'ici, on les fabrique pas mal. Voilà. Merci à vous tous. Merci Raphaël, merci.